Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 12 avril. Voici les titres. Elle a été lancée ce matin. Voisin Le Bretonneux déploie sa Vici-Navette, un minibus à destination des seniors. Le véhicule circulera les mardis et jeudis matins pour desservir 13 arrêts de la ville. Une première phase de test se déroule jusqu'à cet été. En vue du deuxième tour de la présidentielle, beaucoup d'électeurs sont dans le flou pour qui voter. Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou bien s'abstenir. Pour dépasser cette angoisse électorale, les conseils dans cette édition de Catherine Grangeard, psychanalyste installée à Bennes. Et puis retour sur le concert pour l'Ukraine. Il s'est tenu en fin de semaine dernière à la chapelle royale du château de Versailles. Un événement à l'initiative du département des Yvelines qui a permis de récolter 42 900 €. Nous recevrons également tout à l'heure Zachary Hardy, président du MEDEF des Yvelines, l'organisation patronale qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron en vue du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce matin, c'était donc l'inauguration pour la Vici-Navette. Ce minibus de 6 places réservé aux seniors circulera les mardis et jeudis matins à Voisin-le-Bretonneux. Cette navette desservira 13 arrêts dans différents quartiers. Les précisions de Céline Charles. C'était une promesse de campagne. Voisin-le-Bretonneux a mis en circulation ce mardi 12 avril sa Vici-Navette, un minibus pour les seniors. L'idée de la Vici-Navette est née d'un questionnaire qu'on avait fait il y a 2 ou 3 ans auprès des seniors, puis de l'analyse des besoins sociaux qu'on est en train de terminer, qui montrait que beaucoup de gens restaient un peu isolés parce que le déplacement intramuros dans la commune était un petit peu complexe. La navette desservira 13 arrêts les mardis et les jeudis matins dans des points stratégiques de la ville. 2 allers-retours sont prévus par matinée. Là, par exemple, on est dans le centre commercial de la Grande Île, mais l'arrêt suivant, c'est le centre commercial de la Bretonnière. Avant d'arriver au centre commercial du centre-ville, vous avez la poste, la mairie, le centre culturel de Coville. On peut la prendre et puis s'arrêter quelque part et aller faire une promenade à pied à l'autre bout de la commune. Je pense par exemple à la Croix-du-Bois. Une façon pour la commune de lutter contre l'isolement chez les plus âgés. On sait qu'il y a des gens isolés, de part soit parce qu'ils ne connaissent pas grand monde, soit parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. La façon dont la ville est faite fait que les gens vivent beaucoup recentrés sur leur quartier. Et c'est aussi l'occasion pour les Vicinois qui le souhaitent de connaître un petit peu mieux leur commune en se promenant de quartier en quartier. Pour l'instant, le minibus n'en est qu'à son stade d'essai. Les horaires et le trajet vont être adaptés en fonction des retours des utilisateurs. Pour bénéficier de la navette, il suffit de se rendre sur l'un des arrêts desservis. Le service est pour l'instant gratuit jusqu'à fin juin. Dans l'actualité également, les résultats de l'élection municipale de Trappes bien confirmés par le tribunal administratif de Versailles. L'instance a rejeté le recours qui contestait l'issue de ce scrutin partiel organisé en octobre 2021 et remporté par Ali Rabet dès le premier tour à la tête de la liste La Gauche Unie pour que Trappes respire. Recours déposé par Othman Nasrou, candidat battu et principal opposant de droite au conseil municipal qui dénonçait des irrégularités. Il est donc débouté. Pour rappel, la municipale partielle avait dû se tenir l'an passé après l'annulation de l'élection de 2020 remportée par Ali Rabet dont les comptes de campagne avaient été invalidés. Dans moins de 2 semaines, c'est une autre élection qui va se jouer, la présidentielle. Le 24 avril, les électeurs devront trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, il peut s'installer une forme d'anxiété politique. Quelles sont les causes, les manifestations et que faut-il faire pour la contrer? Les conseils de Catherine Grangeard, psychosociologue installée à Bennes. Elle a été interrogée par Bichente Merien Santisteban et Céline Charles. Voter, un acte si simple d'apparence qui peut devenir un poids, une pression, voire une angoisse. D'abord, qui choisir, puis ai-je fait le bon choix? Et lorsque les résultats apparaissent, parfois la déception. Un phénomène étudié par la psychosociologue Catherine Grangeard. Il y a des gens qui pleurent littéralement le soir des résultats. Il y a des gens qui éclatent en sanglots, qui sont inconsolables parce que quelque chose disparaît. Un premier tour comparable à un chagrin d'amour, un espoir perdu qu'il faut pourtant surmonter en l'espace de 2 semaines avant le second vote. Nous allons faire le deuil d'un idéal et une fois ce deuil de l'idéal fait, il y a la rencontre avec la réalité et la réalité, c'est que nous ne sommes pas dans l'impuissance. Outre le temps qui atténue les émotions, certaines clés existent pour passer à autre chose. La prise de conscience que voter n'est pas aimer, que c'est un choix qui va permettre de s'éloigner le moins possible de ses valeurs, même si on sait bien que c'est un second choix et pas aussi enthousiasmant que le premier, mais aussi il n'y a pas que le vote, puisque d'autres formes d'engagement existent.
Des engagements comme le mouvement associatif ou encore se lancer dans la perspective des prochaines élections, les législatives, et même plus simplement faire une action en faveur de ces valeurs. Peut-être la petite action, pour certains, ça va être de planter un arbre, ou bien il y a la guerre en Ukraine, de s'engager pour l'accueil des personnes qui arrivent. En attendant, il reste moins de 15 jours pour surpasser cette angoisse, l'angoisse d'un jour où tout le monde est à égalité, où un vote est égal au vote d'à côté. Il appelle à voter pour Emmanuel Macron. Le MEDEF s'est exprimé sur le sujet ce lundi. Dans un communiqué, l'organisation patronale juge le programme du président sortant plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi, fin de citation, par rapport à celui de Marine Le Pen. Pour parler de ce communiqué, de cette prise de position, Zacharie Hardy est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du MEDEF dans les Yvelines. Prise de position, on peut le dire sans surprise, mais prise de position quand même quand d'autres organisations comme la CPME et l'UDP ont choisi de ne pas donner de consigne de vote. Pourquoi sortir de cette neutralité pour le MEDEF ? Écoutez, le MEDEF est le parti de l'entreprise. Et il ne nous appartient pas d'appeler à voter pour un candidat ou pour un autre. Cependant, il est, je dirais, dans notre pouvoir de parler des programmes et d'évaluer leur impact économique et social. Nous, le MEDEF, nous sommes favorables à un monde ouvert, libre et stable pour favoriser la prospérité économique. Cependant, c'est vrai, quand on compare les programmes d'Emmanuel Macron et le programme de Marine Le Pen, nous constatons quand même que certaines dispositions qui sont dans le programme de Marine Le Pen ne sont pas finançables. Elles seront financées certainement par la dette ou l'impôt. Et ce sont deux choses qui sont préjudiciables pour l'économie en France. On va en parler dans un instant. Alors, d'après les informations du journal Les Échos, toutes les fédérations du MEDEF n'étaient pas forcément d'accord pour une prise de position sur le sujet des présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a des divergences entre les chefs d'entreprise sur ce sujet ? Non, pas tout à fait. Disons que nous, on travaille avec tout le monde. On travaille avec la gauche, la droite, le centre. C'est notre ADN et c'est comme ça que nous voyons, si vous voulez, nos relations avec les politiques. Cependant, c'est vrai, il peut y avoir des divergences par rapport à certaines prises de position. Mais néanmoins, on a préféré, si vous voulez, prendre position par rapport à des programmes et leur impact économique. Et c'était ça, si vous voulez, notre démarche aujourd'hui. Et avec cette prise de position, n'y a-t-il pas un risque de renforcer le clivage entre les élites, le peuple, peut-être aussi renforcer cette image de président des riches qu'a Emmanuel Macron ? Non, disons que nous essayons d'être sensibles à la partie économique des programmes. Nous souhaitons rester vraiment autour de cela. Et encore une fois, je dis que le MEDEF, c'est le parti de l'entreprise. Et il ne nous appartient pas, effectivement, de soutenir un candidat par rapport à un autre, mais surtout qu'on évalue le programme des uns et des autres. Et nous sommes assez attentifs à l'impact que certaines décisions vont prendre. La situation est très difficile. La France est très endettée. Nous voulons vraiment aller vers une présidence, un quinquennat qui va être fait d'expertise, d'expérience, de savoir-faire. Et nous pensons que, effectivement, le programme d'Emmanuel Macron va être favorable aux entreprises, beaucoup plus que celui de Marine Le Pen. Donc face à celui de Marine Le Pen qui, je cite, selon le MEDEF, conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne. Alors pour préciser quelques points du programme économique de Marine Le Pen qui souhaite un maintien de la retraite à 62 ans et réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, une baisse de la TVA aussi de 20% à 5,5% sur les énergies, un impôt sur la fortune financière. On peut citer également une aide pour les chefs d'entreprise pour augmenter de 10% leurs salariés. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Vous le disiez tout à l'heure, c'est un programme financé par la dette. C'est ça qui vous inquiète le plus dans ce programme ? De telles décisions, dont de telles proportions, sont financées comment ? Ils vont être financés par la dette ou par l'impôt ? C'est tout simple. Dire par exemple qu'il ne faut pas reculer l'âge de la retraite, ça nous semble difficile. Les retraites aujourd'hui sont finançables aujourd'hui immédiatement, mais demain on fait comment ? On va financer ça comment ? Donc en fait, c'est cette démarche que nous avons voulu entreprendre et dire voilà, ce programme ne semble plus viable qu'un autre programme.
Et face à ce programme, donc Emmanuel Macron, avec quand même, vous le soulignez dans le communiqué, quelques lacunes, mais il est meilleur à vos yeux, ce programme ? Il est plus réaliste, moins difficile pour les finances publiques, plus favorable aux entreprises, à l'économie, je dirais. Vous savez, la crise du Covid, je pense que Emmanuel Macron a su effectivement protéger l'économie, protéger les salariés aussi. C'est cette expérience et cette démarche qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on souhaite effectivement continuer. Vous parliez aussi d'un contexte difficile pour les chefs d'entreprise. J'en profite de vous avoir en plateau pour parler aussi des conséquences économiques d'un événement qui est survenu le 24 février dernier. C'est cette guerre en Ukraine avec des conséquences, on le sait, sur l'économie. Ça a entraîné une flambée des prix, voire des pénuries sur l'énergie. On pense forcément au gaz russe en premier lieu. Dans l'autre sens aussi, des ruptures de liens économiques et commerciaux avec la Russie. Est-ce que dans le monde économique yvelinois, on ressent les impacts de cette guerre en Ukraine ? Tout à fait. Vous savez, les chefs d'entreprise sont des citoyens comme les autres. Nous avons perçu beaucoup d'émotions, comme d'ailleurs d'autres personnes l'ont eu, parce qu'on n'accepte pas, si vous voulez, cette guerre, cette agression qui est contre le peuple ukrainien. Néanmoins, cette guerre a certainement un impact. D'abord un impact sur l'énergie. L'augmentation des prix de l'énergie engendre des augmentations de prix, des hausses, je dirais, très importantes sur nos sites de production. Mais aussi nos salariés ont du mal, effectivement, à financer l'énergie pour venir jusqu'au lieu de travail. Et à ce titre, nous sommes devant cette difficulté-là. Mais il y a aussi, disons, sur l'export, d'une manière macroéconomique, il n'y a pas trop d'impact. Mais sur le marché intérieur français, oui, la matière première fait défaut aujourd'hui. Le nickel, le palladium, l'aluminium, qui impactent des secteurs importants, notamment dans les Yvelines, l'aéronautique, l'électronique, l'automobile. Donc il y a une inquiétude aujourd'hui ? Absolument. Une dernière question, j'imagine qu'il y a une vigilance particulière sur ce sujet, avec l'élection présidentielle. Forcément, c'est en toile de fond, ce conflit en Ukraine. Justement, si vous voulez, il y a, je dirais, deux démarches, deux approches. Encore une fois, côté économique, nous avons effectivement des inquiétudes par rapport au programme de Marine Le Pen qui va nous amener à une certaine... je dirais, la France va être isolée, la France peut-être va prendre des positions assez rigides, assez draconiennes, alors que de l'autre côté, effectivement, l'expérience, la démarche, le programme nous laissent dire qu'effectivement, il vaudrait mieux le programme d'Emmanuel Macron que le programme de Marine Le Pen. Merci Zacharie Hardy d'être venu en plateau. Je vous remercie. Et je le rappelle, vous êtes le président du MEDEF 78. Merci beaucoup. On continue de parler de l'élection présidentielle, le deuxième tour au programme le 24 avril prochain. Toute cette semaine, TV 78 vous en apprend plus sur le rôle du président de la République au cœur de ce scrutin, puisqu'il s'agit de choisir la personne qui va diriger l'État pendant les 5 prochaines années. Raphaël Matta-Duvigneau du collectif des Surligneurs décrypte ce soir ce qu'est le statut du président de la République. Regardez cette chronique. Clé de voûte des institutions de la Ve République, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans et ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. La Constitution lui confère un statut très protecteur. Pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, il est totalement irresponsable. Sur le plan politique, en effet, il ne peut être sanctionné ou renversé légalement par un autre pouvoir. Sur le plan judiciaire, de même, il ne peut faire l'objet d'aucune action ou poursuite pénale. Toutefois, deux limites. Premièrement, il peut être traduit devant la Cour pénale internationale en cas de crime de guerre. Deuxièmement, il peut être destitué par le Parlement réuni en haute cour en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Mais en dehors de l'exercice de ses fonctions, il est pénalement responsable, mais seulement à l'issue de son mandat. En effet, la prescription des faits est suspendue durant l'exercice des fonctions présidentielles et les poursuites et actions pénales peuvent reprendre une fois le mandat achevé. C'est ce qui s'est passé avec Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, si le délit d'offense au chef de l'État a été abrogé, ce dernier peut toujours défendre ses droits en soulevant la diffamation, l'injure publique ou l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
En cas de décès, de démission, de destitution ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, l'intérim est alors assuré par le président du Sénat qui dispose de la plénitude des pouvoirs présidentiels, à l'exception toutefois du droit de dissoudre l'Assemblée nationale, du recours au référendum ou d'initier une révision constitutionnelle. Enfin, son statut lui confère des titres honorifiques, comme ceux de grand maître des ordres nationaux de la Légion d'honneur ou du mérite, de coprince d'Andorre, de premier chanoine de la basilique de Saint-Jean-du-Latran, ou encore de protecteur de l'Académie française et du domaine national de Chambord. Son statut donc, si particulier, le qualifiant parfois de monarque républicain, est lié à l'étendue de ses pouvoirs. À la suite demain, mercredi, avec un focus sur les pouvoirs du président de la République. Dans le reste de l'actualité, les récents épisodes de gel qui entraînent des pertes considérables pour les agriculteurs yvelinois. La nuit de dimanche à lundi a été la plus froide pour un mois d'avril depuis 1947. Les producteurs s'attendent à connaître d'autres nuits gelées et mettent donc en place des solutions pour sauver leur récolte. Exemple à Feucherolles avec Célia Gatsongo. Tout ce qu'on voit là, les petites boules, ça c'est les bourgeons floraux. Donc on voit bien qu'il y en a pas mal qui ont cramé là-dedans avec le gel. Malgré le ciel bleu et le soleil présent, les températures de certaines nuits d'avril ont été négatives, comme celle de samedi 9 à dimanche 10 avril, une conséquence directe sur les productions agricoles. Ici, à Feucherolles, Leslie Elfer cultive des kiwis en bio. Elle a planté 2 hectares en 2018 et attend une première récolte fin octobre. L'arboricultrice s'inquiète du gel sur ses cultures. 3 nuits de gel, la dernière était la plus forte. Donc voilà, les 2 premières nuits, on avait réussi à les sauver, à -2, ça avait tenu. -3,3, ça tient pas. Je pense qu'il y a 70% des bourgeons qui ont gelé. Cette nuit, pareil, il est annoncé -1 sous-abri, ce qui veut dire que quand c'est pas sous-abri, c'est -2, voire -3. Des techniques sont donc utilisées pour réduire les dégâts comme l'aspersion, des jets d'eau qui arrosent les cultures en continu. Leslie Elfer utilise une autre solution, elle fait brûler de la paille tout autour du verger. Il faut éviter ces énormes ballots de paille qui font 400 ou 500 kilos pour faire des espèces de cordons assez épais tout autour du verger, dans les parties centrales, qu'on va humidifier, sinon ça brûle beaucoup trop vite. Le but c'est quand même que ça chauffe environ de 2 ou 3 heures du matin jusqu'à ce que le soleil chauffe sur la parcelle. On arrive probablement à gagner un bon degré, je dirais, qui est stratégique. L'État a mis en place le régime des calamités agricoles. Il assure aux exploitants touchés par un sinistre climatique caractérisé comme exceptionnel une indemnisation partielle de leurs pertes. Oui, j'ai reçu une compensation financière, mais c'est très bien parce qu'effectivement ça permet quand même d'aider et d'absorber quelques coûts, mais malheureusement ça ne remplace pas du tout une récolte en fait. Si on est soumis à ce genre de contraintes année après année, faire du curatif ne sera vivable pour personne, ni pour l'État, ni pour nous. Donc il va falloir trouver des moyens en amont de lutter contre tout ça. En attendant, des épisodes de gel sont possibles jusqu'au 15 mai, période des Saintes Glaces. En bref, 6 mois de prison avec sursis, c'est la peine prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles contre un agriculteur d'Auffargis. L'exploitant de la ferme des 4 étoiles est reconnu coupable de maltraitance animale. Entre 2018 et 2019, 93 vaches sous-alimentées dans un état critique lui avaient été retirées. Il a également interdiction de détenir un animal ou d'exercer une fonction en lien avec les animaux pendant 5 ans. L'individu continue de nier les faits et devrait faire appel de cette décision. Autre affaire et autre condamnation du tribunal de Versailles, les propriétaires du haras de Gazeran écopent de 10 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Le couple embauchait illégalement Nicolas, que vous voyez à l'image. Le jeune palefrenier de 19 ans est mort dans un incendie survenu en janvier 2017. Pris au piège au moment du drame, il dormait dans une pièce située à côté d'une cuve de 700 litres de carburant. Pas d'alarme incendie et des issues de secours non indiquées ou obstruées. L'eau avait même été coupée faute d'installation électrique de secours. Les propriétaires ont 10 jours pour faire appel. Avant de refermer ce journal, retour sur le concert caritatif pour l'Ukraine. Il était organisé vendredi dernier dans la chapelle du château de Versailles. Pour l'occasion, 3 jeunes réfugiés ukrainiens ont rejoint l'orchestre de l'Opéra Royal. 42 900 € ont pu être ainsi reversés à la Fondation de France. Le reportage de Mathilde Franco.
dans un cadre somptueux, à la chapelle royale du château de Versailles, que le département des Yvelines a décidé d'organiser un concert caritatif pour l'Ukraine. Il y a une tradition de générosité dans le département des Yvelines. Le drame des populations ukrainiennes à proximité, c'est presque à nos frontières, nous incite naturellement très fortement à, comme on dit, faire quelque chose. Et ce concert, ce soir, est une des nombreuses actions qu'à l'initiative du département. Les fonds récoltés ont été entièrement reversés à la Fondation de France, soit une somme de 42 900 €. Chacun peut agir, faire un concert, réunir des artistes, faire s'élever la musique tout en offrant des dons pour soutenir les populations qui souffrent. C'est la chose la plus utile, la plus généreuse et la plus solidaire que l'on puisse faire. Chacun peut faire un geste à sa mesure. L'ambassadeur de l'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, était également présent au concert. Lors de sa prise de parole, il a demandé au public de respecter 1 minute de silence pour les Ukrainiens victimes de la guerre. L'émotion était très présente, ce sont 3 jeunes réfugiés ukrainiens qui ont ouvert le concert. Résidant en France depuis le début de la guerre, Renata a notamment joué un morceau au piano qu'elle a spécialement créé pour l'Ukraine. Je ressens beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, peut-être un peu de peur aussi, mais je suis très honorée car c'est un lieu chargé d'histoire. Les sentiments sont très mélangés et partagés. D'un côté, une joie ce soir de faire quelque chose pour l'Ukraine, aider, mais d'autre part aussi une tristesse parce que notre pays est en guerre. Je suis très émue. La musique de Bach que je vais jouer ce soir, je l'ai travaillée avec un ami qui se trouve aujourd'hui dans une ville occupée par des Russes. Il ne sait pas ce qui l'attend, donc l'émotion est très grande. Un chanteur franco-ukrainien de l'Opéra national de Paris a également fait spécialement le déplacement. Ça me touche au plus profond de moi parce que ma famille est toujours en Ukraine, mes amis se trouvent dans les régions fortement touchées par la guerre, dans les zones de combat. Donc si je peux faire quelque chose d'ici, c'est puis pour eux et pour d'autres Ukrainiens qui souffrent aujourd'hui. Le concert s'est clôturé par l'interprétation de l'hymne ukrainien. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. Elle vous emmènera notamment dans la mythique salle du jeu de paume à Versailles tout juste restaurée. Belle soirée avec TV78.